Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Bridgecham sur la nouvelle charte d'investissement, une dynamique pour le climat des affaires. C'est donc l'intitulé de ce webinaire. Elle est là, on la tient enfin et elle va beaucoup aider l'économie du pays dans les prochains mois, dans les prochaines années avec de grands objectifs. On va en parler avec nos intervenants aujourd'hui, mais d'abord la parole au président de la Bridgecham, Stephen Orr. Merci Landry. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. C'est avec plaisir que je l'annonce l'ouverture d'un nouveau événement en ligne et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur un sujet actualité. Objet de notre webinaire aujourd'hui, à savoir nouvelle charte de l'investissement, une dynamique pour le climat des affaires au Maroc. Aujourd'hui, les mutations économiques, sociales, institutionnelles, technologiques et environnementales ont rendu impérative une réforme de la politique de l'État en matière d'investissement. La nouvelle charte d'investissement promulguée en décembre 2022 et qui a vu son premier décret mis en application en janvier de cette année se voit comme la feuille de route stratégique pour donner un nouveau souffle à l'investissement au Maroc. Elle marque aussi un tournant historique en matière d'encouragement et de la promotion d'investissement privé au Maroc. Au cours de ce webinaire, nous aurons le plaisir d'écouter et de dialoguer avec des intervenants de haut niveau sur les principales dispositions de la nouvelle charte de l'investissement et leur impact sur l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Nous allons également discuter de la manière dont les investisseurs peuvent bénéficier des incitations et des avantages offerts par la charte et comment cette nouvelle charte peut-elle renforcer l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers et favoriser la compétitivité de l'économie marocaine. Et enfin, quel est le rôle des acteurs publics et privés dans la promotion et l'accompagnement des investissements au Maroc. Pour passer au plus de ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter un panel exceptionnel. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Hicham Chaudhry, directeur de l'investissement au sein du ministère délégué chargé de l'investissement, de la convergence et l'évaluation des politiques publiques. Nous vous demanderons des précisions sur les principales dispositions de la nouvelle charte d'investissement, sur comment va se dérouler sa mise en application, ainsi que les secteurs prioritaires et stratégiques sur lesquels l'ancien sera mis. Vous serez aussi invité à nous donner un avant-goût sur le pacte national de l'investissement et sa portée sur l'amélioration du climat des affaires au Maroc. Merci, M. Chaudhry. Je tiens également à remercier M. Abdelkader Boukris, membre du conseil d'administration de la CGM et président de SFM Conseil. Nous nous ferons part de votre lecture sur la nouvelle charte de l'investissement et comment, selon vous, va-t-elle impacter le climat des affaires au Maroc, mais également vous nous direz comment les nouvelles incitations vont-elles aider à améliorer la compétitivité des entreprises. Nous nous attendons aussi à connaître la position de CGM pour soutenir les activités de production, créatrices d'emplois et de la valeur ajoutée dans le cadre de cette nouvelle charte. Mes remerciements vont aussi à M. Mohamed Seguiri, directeur des opérations à Sound Energy PLC. Nous espérons connaître avec vous votre évaluation du climat des affaires et les opportunités d'investissement au Maroc pour les investisseurs, notamment britanniques, ainsi que les opportunités de croissance et les avantages concurrentiels que vous avez en investissant au Maroc. Enfin, comment percevez-vous la qualité de l'environnement des affaires au Maroc par rapport à d'autres pays de la région MENA et l'influence-t-il aux décisions d'investissement dans le Royaume? Avant de redonner la parole à Landry pour modérer le reste de cette session, je tiens à remercier nos partenaires OCP Group, Spirit Aerosystems, Bank of Africa, Aqua Group, Cosumar, British International School et Hashana Investment Holding, CIH Bank, RMA Assurance, Kutubia
les eaux minérales d'Oum, Agence nationale des ports et TAQA Morocco et SMIA. Merci à tous et bon webinaire. Merci, Landry. Merci beaucoup, Steven. 30 ans d'attente et ça y est, on la tient, cette nouvelle charte d'investissement. Ça fait depuis 1995 qu'on n'avait pas une nouvelle charte. Et bien, après des années et des années d'attente, elle est là. On voit le bout du tunnel et on va voir concrètement aujourd'hui dans ce nouveau webinaire de la BRICHAM, eh bien, à quoi elle va servir, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'elle va permettre comme levier, puisque vous le savez, il y a aussi derrière un gros objectif qui a été lancé par le roi Mohamed VI en octobre dernier, le pacte national d'investissement qui vise 500 000 emplois, plus 550 milliards d'investissements au Maroc d'ici 2026, autant dire 1 point de PIB chaque année supplémentaire. Ça fait beaucoup et en même temps, cette nouvelle charte de l'investissement, elle doit permettre justement bien de répondre à cet objectif-là, en tout cas de favoriser le climat des affaires et de favoriser les investissements. On va voir concrètement aujourd'hui eh bien, si cela va être le cas. Et pour donc rentrer dans le vif du sujet, on a donc 3 invités, 3 panélistes qui sont pointus sur le sujet. Monsieur Hicham Chaoudry, bonjour. Bonjour, André. Vous êtes le directeur de l'investissement au sein donc, du ministère délégué chargé de l'investissement, de la convergence et d'évaluation des politiques publiques. Vous allez intervenir dans quelques instants sur, eh bien, finalement, concrètement, quelles sont les principales dispositions de cette charte, comment elle va être mise en application. Ça a déjà débuté. Effectivement, il y a déjà 3 semaines, 1 mois, les derniers arrêtés de cette charte ont été signés par le chef du gouvernement. Et puis, on se posera la question à quand ce fameux pacte national de l'investissement. Si Abdelkader Boukris également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre du conseil d'administration de la CGM, président de CFM, pardon, SFM, je vais y arriver, conseil. On verra avec vous justement la lecture du privé de cette charte de l'investissement, comment ces nouvelles incitations vont aider à améliorer la compétitivité des entreprises et puis comment peut-être davantage soutenir les activités de production créatrices d'emplois. Et puis, Mohamed Seriri est avec nous également, directeur général de Sun Energy Marocco. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci également d'être présent avec nous. Alors, vous allez enfiler votre casquette d'investisseur. Vous allez nous dire concrètement quel est votre regard et quel a été votre vécu sur l'investissement aujourd'hui au Maroc. Ce sera en 3e partie. Et puis, bien évidemment, je vous invite à tout de suite commenter, poser vos questions, puisque à la fin de ce webinaire, eh bien, il y aura un large temps consacré à vos questions. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Hicham Chaoudry. On va rentrer dans le vif du sujet. Présentation, détail de cette charte de l'investissement. Que contient-elle et ces nouvelles dispositions les plus importantes sont-elles vraiment attrayantes? Je crois que vous nous avez préparé un petit document. Tout à fait, tout à fait. Bon, tout d'abord, je voulais juste remercier la Chambre de commerce britannique au Maroc pour l'invitation. Et effectivement, il y a un document. Je me suis dit, on va préparer un petit document pour pouvoir suivre, parce qu'il y a pas mal de choses desquelles on va dire. Donc, une nouvelle charte d'investissement, si on peut passer slide, voilà. Donc, comme vous le savez, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a rappelé à de nombreuses reprises que la dynamisation de l'investissement privé est au cœur de la stratégie de relance économique au Maroc. Et il a appelé, dès le discours de octobre 2021 au Parlement, à la mise en place d'une nouvelle charte compétitive d'investissement. Donc, dès ce moment-là, la formation du gouvernement et la création de ce ministère chargé de l'investissement, tout le monde s'est mobilisé pour, en concertation avec tous les partenaires, d'autres départements ministériels, avec le secteur privé, pour déployer cette nouvelle charte. Alors, quels sont un peu les principaux jalons, si on peut passer à la slide. Alors, depuis octobre 2021, plusieurs choses ont été faites. En quelques mots, le 13 juillet 2022, il y a eu l'adoption du projet de loi cadre en Conseil des ministres. Après cela, il y a tout le processus législatif qui est arrivé, donc avec l'adoption le 29 novembre 2022 du projet de loi cadre au Parlement, dans les 2 chambres du Parlement, et sa publication au bulletin officiel en décembre 2022. Et comme vous l'avez rappelé exactement, on a l'adoption du premier décret d'application
du dispositif principal, du dispositif stratégique qui a été adopté en Conseil gouvernement et la publication au bulletin officiel des arrêtés qui ont été signés par M. le chef du gouvernement il y a 2-3 semaines à peu près, en mars 2023. Alors, ça, c'est pour le calendrier. On va passer à la slide suivante. Juste pour rappel, 9 objectifs majeurs de cette charte d'investissement. Le premier, et peut-être prioritaire, c'est la création d'emplois stables. Cette charte-là, elle a vraiment une vocation à encourager les investissements qui sont le plus créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Le deuxième, et non pas des moindres, c'est la réduction des disparités territoriales. On en rentrera plus en détail, mais l'idée, c'est vraiment donner de l'équité territoriale en termes d'investissement sur tout le territoire national. Le troisième, c'est la priorisation des secteurs d'avenir, des secteurs, comme l'a rappelé le nouveau modèle de développement, il y a certains secteurs d'avenir qui sont les prochains paris pour le Royaume dans les prochaines années. Le quatrième, c'est ériger le Maroc en tant que hub continental pour les investissements directs étrangers. On va en parler plus en détail. Également, et ça c'est une nouveauté, le développement de l'investissement marocain à l'international. Il n'y avait pas avant de dispositifs propres au développement de l'investissement marocain international. Aujourd'hui, c'est le cas. Également, la promotion du Made in Morocco pour vraiment promouvoir ces projets d'investissement qui vont permettre de substituer aux importations au Maroc. Le respect, bien sûr, des critères de développement durable. L'amélioration de l'environnement des affaires, on en parlera un peu plus en détail. Et puis, l'accroissement de l'investissement privé, avec l'objectif qu'on connaît tous, donc d'inverser cette tendance, de passer à 2/3 d'investissement privé, alors qu'aujourd'hui, l'investissement au Maroc est important, mais est surtout porté par l'investissement public. Et l'idée, c'est vraiment de donner le relais au secteur privé pour l'investir davantage. Alors, cette loi cadre, donc 0322, formant charte d'investissement, elle est constituée de 3 grands axes. Souvent, on a tendance à parler notamment du premier axe, qui est les incitations, qui est le dispositif incitatif d'investissement. On rentrera dans le détail, mais il y a également 2 autres axes qui sont aussi importants. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. Et pour cela, il y a une feuille de route qui a été préparée, annoncée il y a quelques semaines à Rabat. Et puis, la gouvernance, c'est quelque chose aussi très important, une gouvernance unifiée et territorialisée de l'investissement. En ce qui concerne le premier axe, il existe 4 dispositifs de soutien. On peut passer, s'il vous plaît. Donc, 4 dispositifs de soutien à l'investissement. Slide suivante. Alors, le premier dispositif est ce qu'on appelle le dispositif principal. C'est le dispositif, on rentrera dans le détail, qui concerne le plus grand nombre de projets d'investissement, en tout cas, que l'on suit aujourd'hui. Il y a également un dispositif spécifique aux projets stratégiques. Il y a un troisième dispositif qui est lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement d'entreprises marocaines internationales. Et enfin, un dispositif lié aux très petites et moyennes entreprises. Le décret d'application qui est sorti en janvier 2023, qui a été approuvé en Conseil gouvernement, concerne les 2 premiers dispositifs, notamment qu'on va détailler maintenant, sachant que les dispositifs 3 et 4 sont prévus pour les mois à venir. Nous avons un calendrier qui est inscrit au niveau de la loi cadre et on sait que donc, le 3e dispositif doit sortir d'ici juin 2023 et le 4e d'ici décembre 2023. Sur le dispositif principal, les critères d'éligibilité. Pour tout projet d'investissement d'un montant de au moins 50 millions de dirhams ou créant 50 emplois, il est éligible à ce dispositif. Donc 50 millions de dirhams et 50 emplois. Si le 50 millions de dirhams n'est pas atteint, il peut également bénéficier du dispositif s'il crée au moins 150 emplois. Comme vous voyez, il a été important de vraiment donner l'importance à la création d'emplois dans l'éligibilité de ces projets. En termes de primes, donc si ce projet est éligible, comme j'ai dit, donc 150 millions de dirhams ou 50 millions de dirhams et 50 emplois ou 150 emplois, il peut bénéficier de primes à l'investissement, donc de subventions directes de l'État sur un montant de l'investissement, de son total investissement. Il y a pour cela 5 primes communes, on rentrera dans le détail, une prime territoriale et une prime sectorielle. Toutes ces primes sont cumulables
mais ne dépassant pas 30% du montant total de l'investissement. On va rentrer dans le détail, on ne va même pas présenter des cas pratiques, ce sera très facile pour les investisseurs de lire. Alors, les 5 primes communes, le premier est lié au ratio emploi-capex. Qu'est-ce qu'on entend par ratio emploi-capex? C'est le nombre d'emplois créés par million de dirhams investis. Si par exemple, j'investis 100 millions de dirhams et que je crée 100 emplois, mon ratio est de 1. Donc, à ce moment-là, et forcément, on a 5% de primes. Si, par exemple, j'investis 100 millions de dirhams et que je crée 400 emplois, mon ratio est supérieur à 3, donc à ce moment-là, j'aurai 10% de prime. La deuxième prime est liée au ratio genre dans l'emploi, mais pas en termes de nombre, en termes de masse salariale, c'est important. C'est-à-dire si au moins 30% de la masse salariale de ce projet d'investissement est féminine, ce projet bénéficie de 3% supplémentaires qui est primé. La troisième prime est liée au métier d'avenir et de montée en gamme. Dans la liste, il y a une liste qui a été publiée par arrêté de M. le chef du gouvernement, où il y a un certain nombre d'activités, de métiers technologiques à forte valeur ajoutée qui bénéficieront de 3% supplémentaires. La quatrième prime est liée au développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? C'est principalement la consommation d'énergie renouvelable, si le projet a mis en place des systèmes d'efficacité énergétique, si le projet a mis en place un système de traitement des déchets, ou si le projet répond à, enfin, en tout cas, est social et responsable socialement, disons, a mis en place un certain nombre d'éléments par rapport à sa responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, si ce projet répond à 2 de ces 4 éléments, il bénéficie également de 3%. Et enfin, la 5e prime commune est liée à l'intégration locale. L'idée, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de favoriser le Made in Morocco. Donc, l'intégration locale qui est de 20% minimum pour l'industrie agroalimentaire et pour 40% pour toutes les autres industries. C'est un travail que nous avons fait avec nos collègues du ministère de l'Industrie et avec plusieurs, en rentrant dans le détail. Donc, et au niveau des arrêtés, il y a le détail de comment on calcule pour chaque projet d'investissement cette intégration locale. Donc, comme je le disais, 5 primes communes, toutes cumulables, et puis 2 autres primes, une prime territoriale, la slide qu'on voyait juste maintenant, une prime territoriale. Alors, sur cette prime territoriale, ce qui est important de savoir, c'est que on est allé au niveau provincial, pas au niveau régional. Donc, on a pris les 75 provinces et préfectures du royaume, on les a analysées avec des critères objectifs, avec le PIB par habitant, avec le taux de pauvreté, le taux de chômage, et nous avons classifié. L'idée de cette prime-là, c'est ne pas forcément, en tout cas, favoriser l'investissement qui sort un petit peu de l'axe classique Tanger, Kenitra, Rabat, Casa, ce que vous voyez sur la carte en gris notamment. Et l'idée, c'est pour certaines provinces qui ont peut-être un développement un peu moins important, il y a des primes qui sont donc en catégorie A, il y a des primes territoriales de 10%, et pour d'autres, ça peut arriver jusqu'à 15%. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est cumulable avec les primes communes, mais toujours ne dépassant pas 30% du montant total d'investissement. Et enfin, une dernière prime, et ça rejoint un petit peu la question qui a été posée au début, les secteurs qui sont les plus favorisés. Les secteurs les plus favorisés sont en général les secteurs productifs, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Nous pouvons citer le tourisme, l'industrie manufacturière, avec toutes les filières, enfin en tout cas les sous-secteurs au niveau de l'industrie qui sont là-dedans, le numérique, le transport, l'outsourcing, la logistique, l'industrie culturelle, l'aquaculture, l'énergie renouvelable et la transformation et valorisation des déchets. Donc voilà les secteurs qui, si votre projet est au niveau de un de ces 10 secteurs, vous avez également 5% de primes additionnelles. Donc encore une fois, vous additionnez toutes ces primes et vous obtenez un montant total, un pourcentage total par rapport à votre investissement total qui est primé par l'État. Pour essayer de comprendre et rentrer peut-être dans plus des cas pratiques, j'ai présenté ici 3 cas pratiques. Alors, une société A, par exemple, qui envisage de construire une usine de biscuiterie, pour donner un exemple, dans une province de catégorie A, et pour un investissement de 250 millions de dirhams et créant 300 emplois. Et sa masse salariale est à 25% féminine. À ce moment-là, le CAPEX est de 250, les emplois stables sont de 300.
Donc, il bénéficie il a un ratio emploi CAPEX de 1,2. Donc, à ce moment-là, il a un montant primé de 5%. Il n'atteint pas les 30% de part féminine dans la masse salariale, dans cette masse salariale totale, donc 0%. Par contre, il a l'intégration locale. Donc, par exemple, si c'est l'agroalimentaire, il a au moins 20% d'intégration locale dans son projet. Il est dans un secteur donc, qui est primé, donc les 10 secteurs dont je parlé plus tôt. Et puis, comme on a dit, il est dans une province de catégorie A, donc ce qu'on voyait en vert clair tout à l'heure sur la carte. À ce moment-là, il a 10% supplémentaires. Il obtient, donc si pour son projet de 250 millions de dirhams, 23% de ce montant est primé et octroyé directement par l'État. Encore le deuxième cas, si on passe à la slide suivante, c'est une société B, par exemple, qui construit un hôtel dans une province de catégorie B pour un investissement de 100 millions de dirhams et créant 80 emplois. Pour lui, vu que le ratio emploi-capex n'arrive pas à 1, il n'a pas de prime liée à l'emploi. Par contre, 50% de masse salariale féminine, donc il a 3%. Il respecte les critères de développement durable, donc 3% supplémentaires. Vu que c'est un projet dans une province B, prime territoriale de 15%. Et puis, c'est dans le tourisme, donc 5%. Donc, à ce moment-là, il a 26%, 26 millions de dirhams à ce moment-là, donc sur ces 100 millions de dirhams, qui est donné directement par l'État. Et puis, un troisième cas pratique, c'est le suivant. Alors, ici, vous avez par exemple un projet qui n'atteint pas les 50 millions de dirhams. C'est un projet d'une activité CRM pour 35 millions de dirhams, mais qui crée 200 emplois. Donc, il est éligible. À ce moment-là, il a un ratio emploi-capex important de 10%, un ratio genre dans l'emploi de plus de 30%, donc il a 3%. Et à ce moment-là, et puis la prime sectorielle, puisque c'est dans l'outsourcing, donc on a 18% de son montant total d'investissement qui est pris. Voilà, j'ai essayé un petit peu de donner des exemples pour être le plus concret possible. Et de toute façon, s'il y a des questions, je serai ravi de pouvoir y répondre. Alors, en tout cas, c'est pratique. Effectivement, on a 3 cas différents, 3 illustrations. Merci pour, tout à fait. pour ces cas Franchement, j'ai pratiques. essayé une seule chose, c'est que le principe, ce qu'on a essayé de faire au maximum au niveau de cette charte, c'est qu'elle soit le plus lisible et transparente. C'est-à-dire, quand on lit ces différents textes, quand on lit un petit peu ces éléments, chaque investisseur peut lui-même savoir à combien il a droit. Et donc, ça devient objectif, ça devient… et puis, les critères ne sont pas liés l'un avec les autres. Donc, on peut ne pas répondre, je ne sais pas, aux critères de développement durable, mais répondre aux critères emploi. Donc, à ce moment-là, chaque critère est complètement indépendant. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc, je vous ai parlé du dispositif principal. Hicham, je peux Oui. demander une petite question. C'est pour l'investissement CAPEX, c'est un minimum pour qualifier? Le minimum d'investissement CAPEX, c'est 50 millions de dirhams et 150 emplois. Donc, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pour ce premier dispositif qui est déjà sorti. On arrivera après. Il y aura aussi un dispositif pour les très petites et moyennes entreprises. C'est quelque chose auquel on tient et c'est très important. Mais son décret d'application n'est pas encore aujourd'hui opérationnel. Il est en cours d'élaboration avec les différents partenaires. OK, merci. Je vous disais, mais ce premier texte, ce premier décret d'application concerne également le dispositif de projet stratégique. Qu'est-ce qu'on entend par projet stratégique? C'est des projets qui vont avoir en tout cas un traitement particulier. Ils bénéficient davantage au cas par cas. Qu'est-ce qu'un projet stratégique? Si on peut passer à la slide suivante, il y a deux possibilités. Soit il est dans l'industrie de la défense, et c'est forcément un projet stratégique, soit il a un montant d'investissement de plus de 2 milliards de dirhams et qu'il a un impact en termes de souveraineté sanitaire, énergétique, alimentaire, par exemple. S'il a un impact également très fort en termes de création d'emplois, qu'il soit direct ou indirect, s'il permet de contribuer au rayonnement économique international du royaume, s'il a des effets d'entraînement sur l'écosystème, et ça, Steven, tu le connais bien, puisqu'il y a certaines locomotives qui créent des écosystèmes et on veut vraiment les mettre en avant et les rendre vraiment stratégiques. Et puis, dernier, c'est si ce projet apporte vraiment des technologies d'avant-garde. Donc, ces projets stratégiques, avant,
on n'avait pas de dispositif clair pour en tout cas, le traiter. Aujourd'hui, il y a un dispositif clair avec une gouvernance très claire et un processus de traitement clair. La seule différence par rapport à l'autre dispositif, c'est qu'il n'y a pas de calcul, comme on le disait tout à l'heure, et des primes clairement, mais c'est au cas par cas. C'est en fonction des besoins de l'investisseur, c'est en fonction de ce que l'État veut aussi échanger avec l'investisseur. Alors, ce troisième dispositif, comme je disais, il est en cours de finalisation. Il va sortir d'ici juin 2023. Il concerne, et comme je disais tout à l'heure, pour la première fois, un appui, un accompagnement, qui soit financier et non financier, des investissements d'entreprises marocaines ou d'entreprises qui sont basées au Maroc, qui veulent aller à l'international. Ça, c'est important. Et donc, dès sa publication, on pourra revenir plus en détail. L'idée, c'est vraiment encourager l'investissement qui peut avoir un impact favorable sur ce rayonnement du Maroc en Afrique et à l'international de manière générale. Et puis, le quatrième dispositif, on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment avoir quelque chose de très complet sur l'investissement des TPM. C'est important aussi de dire ça parce que ce n'est pas le fameux Small Business Act dont on parle souvent et tout le package de la TPME, qu'elle soit start-up, TPE ou PME, mais c'est vraiment, l'idée, c'est encourager l'investissement de ces PME, de ce TPE, et même de ces start-up. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, plus de 90% de l'investissement privé dans notre pays est fait par les grandes entreprises, et donc en termes de montant total d'investissement. Donc, on sait que ces PME et ces TPE ont certainement un potentiel énorme en termes d'investissement, et ce dispositif sera là pour vraiment encourager cette nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs et vraiment inciter à l'investissement encore plus. Alors, on a parlé de ce premier axe, c'était les incitations, le dispositif incitatif. Mais il y a également l'amélioration du climat des affaires qui est très importante. Et pour cela, nous avons identifié les principaux chantiers. Alors, sur le climat des affaires, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis 10-15 ans. Et d'ailleurs, nous avons pu améliorer notre environnement des affaires, et même, au niveau des classements internationaux, et on est reconnu pour en tout cas une progression. Mais l'idée, c'est aujourd'hui accélérer. Aujourd'hui, l'idée, c'est que main dans la main avec le secteur privé, on travaille sur ce qui bloque le plus l'investissement dans notre pays et vraiment le lier à cet investissement-là. Donc, on a identifié un certain nombre de chantiers. Le premier, c'est lié, vous savez, lié à la simplification et à la digitalisation des procédures. Le deuxième est aussi important, c'est vraiment la facilitation de l'accès au foncier et un travail de fond est en train d'être fait sur ce sujet-là. Le troisième, c'est le renforcement de la compétitivité logistique. Nous avons déjà mené plusieurs réunions avec des acteurs publics et privés pour développer des zones logistiques, pour améliorer cette compétitivité logistique dans notre pays. Également, la facilitation de l'accès à l'énergie verte, notamment pour, par exemple, la moyenne tension, pour la génération de la moyenne tension et d'autres sujets. La mise en place d'offres de formation adaptées, bien sûr. La promotion des activités de R&D et d'accès aux nouvelles technologies. Et enfin, la diversification des modes de financement. Aujourd'hui, une très grande majorité est financée par le système bancaire. On pense qu'on travaille main dans la main avec le système bancaire et on en parlera quand on parlera un peu du Pacte national d'investissement. Mais il y a également d'autres sources de financement sur lesquelles nous travaillons pour pouvoir améliorer cet accès au financement et le rendre plus accessible et plus intéressant pour l'investisseur. Soyez suivante, s'il vous plaît. Il y a à peu près 2 semaines exactement, je pense le 15 mars dernier ou 14 mars dernier, il y a eu la conférence nationale de l'environnement et des affaires qui a été tenue et dans laquelle une feuille de route pluriannuelle entre 2023 et 2026 a été annoncée avec 3 piliers majeurs. Donc, le premier concerne l'amélioration des conditions structurelles de l'acte d'investir et d'entreprendre, avec des chantiers liés par exemple au cadre relatif aux droits des affaires, aux procédures administratives, comme je vous disais, et puis à la veille en matière d'environnement et des affaires. Le deuxième pilier est lié à la compétitivité nationale, notamment des entreprises, avec 4 chantiers. Le premier est lié au financement, le deuxième lié aux énergies renouvelables, le foncier, et puis la logistique, on en parlait tout à l'heure. Et puis un troisième pilier lié donc, à l'environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation, donc développement de dispositifs soutien aux TPME et des startups, l'innovation des activités en R&D, et puis le renforcement de l'offre de formation et de performance du capital humain. Avec un pilier, aussi une nouveauté importante,
c'est le pilier transversal lié au renforcement de l'éthique, de l'intégrité et de la prévention de la corruption. Donc aujourd'hui, cette feuille de route a été lancée, comme je disais, il y a 2 semaines. Nous avons déjà commencé le travail avec toutes les parties prenantes. Ce sujet est porté notamment par le Comité national de l'environnement et des affaires, en partenariat avec d'autres départements, avec le ministère de l'Investissement, mais avec plusieurs autres départements. Et donc, il y a un certain nombre de sujets. Et l'idée, c'est vraiment être le plus pragmatique possible, essayer d'avoir de l'impact rapidement et prendre des sujets très rapidement pour pouvoir, en tout cas, faciliter cet acte d'investir et ne pas… bien sûr, il y aura des mesures sur le temps long et il y aura également des mesures sur le temps court qui vont permettre, avec quelques actions en quelques mois, vraiment libérer ce potentiel d'investissement privé. Troisième axe et le dernier, c'est la gouvernance unifiée et territorialisée de l'investissement. Alors, cette gouvernance, elle est autour de M. le chef du gouvernement. Alors, 3 principaux points. Donc, comme je le disais, la création depuis un peu moins d'1 an et demi d'un département dédié à l'investissement, qui est délégué directement auprès du chef du gouvernement. La mise en place dans cette charte d'investissement également d'une commission nationale de l'investissement avec des prérogatives élargies, qui est là pour faire le suivi de la mise en œuvre de cette charte d'investissement, mais également pour approuver tous les projets d'investissement qui seront conventionnés avec l'État et donc primés. Et puis également ce renforcement des CRI et la finalisation de cette réforme liée au CRI et qui sont aujourd'hui également en cours de rattachement directement à M. le chef du gouvernement. Une autre nouveauté importante, et je finis presque par là, c'est le fait que pour la première fois, il y a une volonté de déconcentrer au maximum les décisions liées à l'acte d'investir. Et dans cette charte de l'investissement, donc dans un dispositif cible, peut-être d'ici quelques mois, aujourd'hui, il y a une phase transitoire, mais tous les projets d'investissement de moins de 250 millions de dirhams seront élaborés, approuvés et signés, au niveau régional. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, vraiment, la Commission nationale d'investissement, elle suivra bien sûr l'ensemble des éléments, mais tous les projets d'investissement de moins de 250 millions de dirhams se feront au niveau régional, donc pour les 12 régions du royaume. Alors, pour conclure, aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place par l'État, mais comme l'a rappelé Sa Majesté, que Dieu l'assiste, le secteur privé est appelé à jouer aussi un rôle très important dans la mise en œuvre et dans le déploiement de cette charte d'investissement. Nous travaillons main dans la main aujourd'hui avec la CGM, avec le GPVM également, pour la finalisation de ce pacte national d'investissement. Ce pacte national d'investissement, il y aura les engagements de l'ensemble des parties prenantes, donc de l'État, avec notamment la finalisation de la publication de ce texte législatif, avec l'amélioration de l'environnement des affaires dont on parlait, et puis au niveau du secteur privé, pour faire de la promotion, pour atteindre cet objectif de 550 milliards de dirhams sur 2022-26 et la création de 500 000 emplois. Et puis le secteur bancaire également, qui est complètement mobilisé et avec lequel nous travaillons en étroite collaboration pour pouvoir financer cet investissement et pouvoir être un partenaire clé dans cette mise en œuvre. Merci Hicham Chaudhry. Merci à vous. Alors, on a un cadre complet, un dessin complet de cette charte de l'investissement. Alors c'est vrai qu'il reste encore quelques arrêtés, quelques cadres qui seront publiés d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Mais là, c'est vrai qu'on a un beau topo global, généraliste et clair, lisible, pour aider les investisseurs. On va voir justement ce qu'en pense le privé avec Abdelkader Boukris qui est avec nous. Alors, peut-être par caméra, je ne vois pas Abdelkader Boukris. Oui, vous êtes là. Pardon? Alors, Abdelkader, bon, quelle lecture vous faites, vous qui la connaissez maintenant, cette charte de l'investissement? Elle vous paraît aujourd'hui suffisamment solide pour pousser, drainer davantage d'investissements du privé? Alors, merci d'abord, merci Landry pour l'invitation, merci à la Chambre britannique donc, pour l'invitation et partager avec vous notre regard de cette charte d'investissement, disons notre lecture de cette charte d'investissement. Moi, ce que je voudrais, à travers la présentation de Sidi Chaudhry, je pense qu'elle est très complète. Mais permettez-moi juste de rappeler d'abord le contexte dans lequel cette charte est arrivée. Cette charte est arrivée
dans un contexte où on a besoin, on avait besoin d'un levier réglementaire. Et c'est vrai, Landry, vous avez dit tout à l'heure que ça faisait très longtemps que nous attendons cette charte, puisque la dernière charte date de 95, de 1995, et donc la nouvelle charte ou la nouvelle loi cadre aujourd'hui vient abroger la loi de 95 pour mettre en place un nouveau dispositif. Mais pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi on a attendu si longtemps? C'est vrai, nous, dans le secteur privé, on ne comprenait pas un peu tout ça, mais avec le recul, on a compris qu'il a fallu qu'il y ait une certaine cohérence de beaucoup de textes réglementaires, puisque le Maroc a initié beaucoup de réformes au cours de ces 2 dernières décennies, et notamment tout ce qui concerne la régionalisation, tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne la protection des données personnelles. Donc, cette charte serait venue avant, elle serait peut-être en décalage par rapport aux différents textes qui n'existaient pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la réforme des CRI, la réforme fiscale qui a été initiée par la loi cadre qui a été publiée. Et donc, beaucoup de textes étaient nécessaires pour que cette loi cadre d'investissement trouve un sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, au secteur privé, c'est que on accueille avec beaucoup de satisfaction cette charte d'investissement parce que on a compris que l'État est arrivé à son maximum en termes d'investissement. Vous savez que le Maroc aujourd'hui investit pratiquement 30% de son PIB et nous n'arrivons pas à avoir une croissance suffisante pour faire décoller notre économie et nous permettre d'être sur des standards internationaux, ne serait-ce qu'en termes de création d'emplois, ne serait-ce qu'en termes de création de richesses. Aujourd'hui, la croissance sur les 2 dernières décennies, moyenne, c'est 3%, 3,2%, 3,5%. Et voire moins sur certaines années si nous prenons quelques années isolées. Mais plus que ça, c'est que l'investissement et tous les efforts de l'État font que seuls, je dirais, 24 000 emplois sont créés par point de croissance. Alors qu'on était pendant très longtemps sur pratiquement 30 000 emplois créés par point de croissance. Et sur la dernière décennie, nous étions sur 13 000 emplois par point de croissance. Donc, vous voyez que l'État a fait des efforts, sauf que les investissements qui ont été faits, probablement, c'était des investissements en infrastructure parce qu'il a fallu faire des ports, il a fallu faire des TGV, il a fallu faire des autoroutes et tout ça. Sauf que aujourd'hui, le secteur public a atteint son potentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la feuille de route qui a été, je dirais, dressée par Sa Majesté que Dieu l'a dit, c'est que dans cette feuille de route, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on veut inverser la part de l'investissement de l'État et de la part de l'investissement privé. Et c'est là où le secteur privé doit jouer un rôle, c'est que aujourd'hui, seul 1/3 d'investissement est fait par le secteur privé et 2/3 par l'État. Et donc, à horizon 2035, il est prévu qu'on inverse cette tendance et d'aller vers 2/3 de secteur d'investissement secteur privé et 1/3 secteur public. Et donc, tout en gardant, je dirais, on va pas prendre, on va garder les 2/3 de l'État tels qu'ils sont et ces 2/3 de l'État deviendront, je dirais, 2/3 de l'investissement privé. Et donc, pour dire que aujourd'hui, la responsabilité du secteur privé est très importante et je pense que nous avons pris conscience de cette charte d'investissement, on avait pris conscience de l'engagement qui a été pris au niveau national. Si je voudrais rappeler à juste titre, la CGM est partie prenante du pacte national d'investissement. Dans ce pacte national d'investissement, il va y avoir des engagements des 3 gros piliers, c'est-à-dire le secteur public à travers le gouvernement, le secteur privé à travers la CGM et le secteur bancaire ou financier à travers le GPBM pour essayer de prendre des engagements et de réaliser les objectifs qui sont aujourd'hui prévus. Alors, moi, ça c'est le contexte. Maintenant, ouais. Sur la charte en elle-même, si le secteur privé doit donner un avis, je crois que on est très satisfait parce que la présentation aujourd'hui des primes qui sont prévues, c'est des primes qui ouvrent les horizons à tout le monde. On n'est plus cloisonné ou dans des silos où à l'époque on donnait la prime uniquement à ceux qui créent de l'emploi. Aujourd'hui, on donne de la prime à ceux qui créent de l'emploi, à ceux
qui œuvrent pour la parité, je dirais aujourd'hui, de la partie genre, et on est très, très content de cette prime. Et puis, tous les, je dirais, les secteurs d'avenir, la territorialité qui est importante aujourd'hui, parce que, vous savez, aujourd'hui, 60% de notre PIB est créé par 3 régions du Maroc, alors que nous avons 12 régions du Maroc. Et donc, quelque part, on avait besoin de ce véhicule qui est la charte pour permettre aux opérateurs d'aller sur les autres régions. Et vous voyez bien que cette volonté, elle se traduit par une prime de 15% pratiquement sur les opérateurs qui vont investir dans les zones de catégorie B. Et donc, c'est intéressant. Et même ceux qui investissent dans les zones de catégorie A vont avoir 10%. Alors que vous voyez que sur les primes, c'est 3%, 5%. Et sur la notion de territorialité, c'est très important. Et je crois que c'est pour rester en cohérence par rapport à la vision de Sa Majesté sur la décentralisation et permettre à toutes les régions du Maroc, les 12 régions doivent avoir une croissance économique importante. On accueille avec satisfaction aussi l'intégration locale, disons, parce que pour permettre aux populations qui restent dans les régions, pour qu'on puisse profiter des spécificités de chaque région par rapport à la main-d'œuvre, par rapport aux ressources de chaque région. Et je pense que sur ce volet-là, la charte vient répondre à ça. Alors, c'est des réponses, oui, pour nous permettre d'aller plus loin. Maintenant, nous avons quelques inquiétudes, et certains. Et les inquiétudes, c'est tout simplement la mise en œuvre. Alors, c'est vrai que la particularité de la charte d'investissement, tel que ça a été rappelé, c'est qu'elle est basée sur 3 axes. Il y a l'axe ce que j'appelle l'axe de la carotte, c'est-à-dire la prime en elle-même, mais il y a le deuxième axe qui est très important, qui est l'écosystème dans lequel nous allons travailler, c'est-à-dire le climat des affaires, et c'est important, et c'est sur ce point-là que je vais peut-être insister. Et le troisième axe de la charte, c'est la gouvernance de ce processus, et on l'a vu, c'est un mode opératoire qui est prévu pour permettre une fluidité et fluidifier un peu les décisions et tout ça. Mais si on s'arrête, et notre inquiétude, elle est là, sur le climat des affaires. Et je retiens 2 axes pour ne pas être très long. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne la simplification des procédures. Et je pense que c'est là notre hantise en tant qu'investisseur. Quand on doit se présenter auprès d'une administration quelle qu'elle soit, le CRI, l'AMDIE, le Maroc PME et tout ça, on a besoin que les choses se fassent d'une manière facile. Et c'est là où il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières semaines. Hein, c'est vrai que ces dernières semaines, nous avons eu pas mal de décrets qui ont été approuvés dans le Conseil du gouvernement, notamment le Conseil du gouvernement du 2 mars dernier, et donc dans lequel on a, je dirais, eu l'agréable surprise de voir qu'il y a des décrets qui vont comporter la liste de certaines décisions qui doivent être prises dans des délais définis par la loi. Et ça veut dire si l'administration ne se prononce pas dans ce délai, ben le silence vaut accord. Et ça, nous avons eu 81 décisions pour l'instant, hein, dans ce décret. Probablement que ces choses vont évoluer dans le temps. Donc, nous avons eu la liste de 81 décisions qui doivent être prises dans des délais de 2 jours, dans des délais de 6 jours, dans des délais de 30 jours maximum. Et donc, c'est ça. Moi, investisseur, ce qui m'intéresse, c'est la décision d'obtenir mon autorisation. Je ne dois pas l'obtenir dans 6 mois ni dans 1 an. Je dois l'obtenir dans un délai de 30 jours. Et ainsi de suite. Ça, c'est le premier. Nous avons eu aussi la liste des décrets qui a été approuvés pour je dirais, des documents qui doivent être aussi, je dirais, donnés dans des délais raisonnables. On a eu pratiquement 280 actes ou 263 actes qui ont été listés dans ce décret et que l'administration doit vous les donner dans des délais raisonnables. Donc, il y a le décret des décisions et il y a le décret des actes qui doivent vous être donnés. Et nous, honnêtement, Landry, c'est ça notre hantise en tant qu'investisseur. C'est vrai, on a beau avoir le meilleur dispositif, mais si nous n'avons pas cette rapidité et cette fluidité et cette simplification, parce que il faut qu'on arrête de nous demander des choses qui sont
qui sont entre les mains de l'administration. Je dirais, moi, j'ai eu le plaisir d'intervenir il y a quelques jours devant le chef de gouvernement dans le cadre du climat des affaires, parce que je préside aussi la commission IGOV, et donc j'ai intervenu et j'ai dit, on ne peut pas continuer de nous demander, par exemple, l'attestation de régularité fiscale, ni la photocopie de notre carte nationale, ni le modèle 7 du tribunal de commerce. Donc tout ça, ils sont dans une boîte noire. Et il faut qu'on ait ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les administrations pour qu'on puisse faciliter à l'investisseur que nous sommes la possibilité d'investir dans des délais qui sont très, très raisonnables. Donc, il y a du partage de data à faire entre les différents ministères, entre les différentes administrations. Alors, il faut savoir qu'il y a un texte, hein, donc, il y a un texte dans la loi 55-19 qui est venu avec la simplification des procédures. On a deux textes de loi qui sont importants. C'est la loi 43-20 qui régit toutes les transactions numériques. Et honnêtement, on a fait un bond en avant important qui a été adopté en décembre 2020. Et aujourd'hui, même les décrets d'application sont sortis. Donc, je pense que les choses vont aller un peu plus vite. Et nous avons la loi 55-19 qui est axée sur la simplification des procédures. Et là aussi, et la modernisation un peu des procédures. Et là aussi, on a des bons qui sont faits, mais il faut accélérer. Je pense que, si Chaudry l'a dit, le rôle un peu du CNEA, donc du Comité national du climat des affaires, c'est d'accélérer le processus. Et le gouvernement, aujourd'hui, est conscient qu'il faut accélérer ce processus. Ça, c'est, je dirais, le premier levier pour nous qui est important dans le climat des affaires. Le deuxième levier, c'est le financement. Le financement, c'est vrai que nous avons retenu avec beaucoup de satisfaction les primes qui seront distribuées, mais je pense que ces primes ne seront pas distribuées immédiatement. Il va y avoir un délai parce que l'administration, quel que ce soit le CERI ou l'MDE, doivent faire des investigations, doivent faire un certain nombre de choses. Donc, c'est là où les banques doivent jouer un rôle. Et c'est le pacte national d'investissement. Et là, c'est là où ils doivent jouer un rôle. Il faut que le secteur financier joue son rôle de tampon ou disons de relais en attendant que l'administration puisse libérer certaines primes. J'interpellerai tout à l'heure mon ami Chaudry pour lui dire que est-ce que certaines primes pourront être libérées tout de suite. On ne va pas attendre 1 an, ni 2 ans, ni 18 mois, parce que si je prends la prime de territorialité à partir du moment où je décide d'aller dans une province qui donne 15% de prime, ben je pense que là, l'administration n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour me donner ma prime de 15%. Probablement qu'on attendra sur les emplois stables, de confirmer que j'ai des emplois stables de 18 mois, là, je comprends. Mais si à partir du moment où je suis dans un métier d'avenir, je suis dans une zone qui est catégorie A, j'ai un dispositif de développement durable et j'ai le genre, je pense que l'État doit me donner, je dirais, ma prime. Les autres primes peuvent attendre. Et là, c'est là où le secteur financier doit jouer un rôle peut-être de relais en attendant que les choses arrivent. Et je pense que nos deux, il y en a d'autres, hein, on a parlé du foncier, on a parlé mais si je prends ces deux choses qui sont pour nous très importantes, c'est la simplification des procédures et en même temps disons le volet financier des choses. Donc voilà un peu, je dirais, notre lecture de cette charte pour laquelle nous sommes engagés, pour laquelle la CGM est mobilisée pour qu'elle puisse, je dirais, réussir. Et il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Et surtout, c'est avec ça que je conclus, c'est de dire aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'inverser la vapeur de l'investissement et d'aller vers 2/3 d'investissement privé et 1/3 d'investissement public. Et c'est là où nous devons, je dirais, se mobiliser et pouvoir travailler avec le gouvernement et avec le secteur financier pour aboutir à ce résultat. On a bien compris, hein, c'est Abdelkader Boukris. Finalement, un cadre de la charte de l'investissement qui vous convient quasiment parfaitement. Maintenant, c'est sur l'application, sur la question du financement, sur la question des simplifications des procédures, là, qui sont peut-être aussi des choses annexes, mais qui vont être importantes et qui vont compter dans la vie des entrepreneurs, des investisseurs dans les prochains mois, dans les prochaines années. Peut-être, Cham Chaudry, une réaction sur les points abordés par Abdelkader Boukris, notamment sur la question des déblocages de primes. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont prévues ou qui vont pouvoir être prévues à l'avenir dans un déblocage immédiat, pour un déblocage immédiat? Tout à fait. Alors, la principale nouveauté par rapport à cette charte d'investissement, avant, au niveau de la charte 95, le déblocage se faisait à la fin du projet. Donc, 100% de la prime se faisait à la fin.
La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, elle se fait en 3 phases, 30%, 30% et 40% en fonction de l'avancement du projet. Et donc, une fois que l'investisseur peut justifier de 30% de son investissement, avec une présentation de factures et autres, 30% de la prime lui est octroyée. Effectivement, comme a dit Séboukhlis, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec le système bancaire dans le cadre du Pacte national d'investissement, c'est mettre en place des crédits relais. Des crédits relais où, en attendant donc que l'État donne cette prime à l'investissement après avoir constaté la réalisation de l'investissement, parce que c'est important aussi que l'État constate que l'investissement a bien été réalisé. En amont, la banque peut prêter à cet investisseur-là, et donc c'est l'État qui directement rembourse à la banque de l'investisseur. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler avec le GPBM principalement, et donc en espérant que ça puisse faciliter la vie de l'investisseur au niveau de l'amorçage, en tout cas du lancement de son projet. Et donc ça, c'est pour quand? C'est pour début de l'année prochaine peut-être? C'est en cours. Franchement, c'est d'ici quelques semaines. Très bien, donc ça, plus vite que je pensais. Alors, on a également avec nous dans ce webinaire Mohamed Seriri, qui est directeur général de Soin Énergie Morocco. Bonjour, rebonjour plutôt. Bonjour. Alors, vous êtes un investisseur, forcément, votre société opère dans le secteur énergétique. On va voir justement votre témoignage et votre lecture quand vous enfilez votre casquette d'investisseur, quelles sont peut-être les difficultés, comment vous appréhendez cette nouvelle charte de l'investissement. D'abord, Soin Énergie, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, pour nous détailler un peu plus en précision le fonctionnement et le modèle de Soin Énergie. Oui, en effet. Encore merci de m'avoir invité. Mon intervention, je vais essayer de la structurer en 3 volets. Déjà, savoir qui nous sommes, enfin qui est Soin Énergie et qui je suis. Donc, moi, tout d'abord, je suis un Marocain résident à l'étranger. Je représente une société britannique qui a cru et qui continue à croire en fait, au potentiel marocain et qui a jusqu'à aujourd'hui à peu près 1,5 milliard de dirhams dans le pays et dans l'exploration du sous-sol marocain. Alors, qui nous sommes? Soin Énergie PLC, nous sommes une société de droit britannique, cotée sur le marché britannique, financée par des outils qui malheureusement n'existent pas au Maroc, qui est des outils de capital risque. Nous sommes financés sur ce qu'on appelle l'AIM, l'Alternative Investment Market, donc le marché des investissements alternatifs, qui nous permet en fait sur des projets qu'on pense être soit stratégiques, soit relativement lucratifs, mais qui ont besoin en fait d'investissements massifs pour être débloqués, de pouvoir les mettre. C'est ce que nous faisons et ce que nous allons continuer à faire au Maroc. Alors vous allez nous dire pourquoi en fait avoir investi au Maroc dans le passé, avant de passer en fait ce que nous faisons actuellement. Allez-y, André, vous avez une question à me poser. Non, je vais vous reposer la question, pourquoi avoir investi au Maroc? Alors, pourquoi investir au Maroc? Première chose, parce qu'en fait, on a toujours cru au potentiel de ce pays. Moi, personnellement, mais également, je veux dire, à tous les investisseurs que nous représentons qui achètent notre action sur le marché britannique. Et je pense que M. Boukhlis l'a dit en quelque part, il y a un mouvement qui existe depuis très très longtemps au Maroc et qui, tout d'abord, c'est implémenté de manière sectorielle, où on a essayé de mettre en place en fait des processus d'investissement dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, l'aviation, ou dans notre cas, on a un code des hydrocarbures qui vient en fait un petit peu encadrer nos investissements. Et donc, à la différence d'autres pays africains, donc de ce point de vue-là, le Maroc est un pays qui est en fait un leader régional sur le plan réglementaire. C'est aussi un pays qui, au cours des 20 dernières années, et ça, il faut bien noter, qui est un pays qui a eu une très forte transformation. Et ça, je parle enfin de point de vue étranger. On est passé de 2000 à 2020 et une transformation totale du pays. La mise en place de Tangémet, l'élargissement des infrastructures autoroutières et routières, la mise en place de d'outils qui sont relativement importantes, que ce soit Casa Finance City, les hubs aéroportuaires,
tout le travail réglementaire qui a été fait avec les autres pays africains pour pouvoir faire du Maroc comment dire, une place ou un endroit intéressant à investir pour n'importe quel industriel. Donc tout ça, nous, en tant qu'investisseurs étrangers, c'est quelque chose que nous, comment dire, nous valorisons et que nous continuons de valoriser, et nous sommes extrêmement contents que cette charte d'investissement vienne en fait couronner tout ce mouvement qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, en mettant en place en fait un nouveau cadre qui pour moi n'est pas uniquement un cadre, c'est un changement de paradigme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là, je rejoins M. Bourkli, c'est que bon, il y a encore des choses à régler dans les détails. Et il y a quand même un point important et sur lequel il faut se féliciter, c'est qu'en fait, on change de paradigme. On passe d'un paradigme de gouvernance publique qui tire l'investissement à un paradigme où on va avoir une gouvernance privée qui a pour vocation à tirer l'investissement dans ce pays. Et donc ça, c'est quand même un changement majeur qui n'est pas facile à faire et qui demande en fait dans la tête des différentes parties du pays de changer en fait la manière dont on voit l'acte d'investir. Et ça, je remercie en fait l'Agence marocaine de l'investissement, de la promotion des investissements, parce que c'est pas quelque chose de facile et c'est important que vous soyez à nos côtés dans l'axe numéro 2, donc le monitoring du climat des affaires, parce que une grande partie du travail va commencer à ce moment-là. Mais je veux dire, quand même, nous, on a investi et on va continuer à investir parce qu'on considère qu'en fait, le Maroc va dans le bon sens. Il est complètement en ligne avec ce qui avait été acté par Sa Majesté, qui était de faire de ce pays un carrefour culturel, économique, financier et industriel. Donc, je pense que c'est important de le noter. Alors, qu'est-ce que nous on fait? Où est-ce que nous on se positionne? Nous, comme vous le voyez dans notre présentation, notre thématique, c'est d'apporter de l'énergie en fait donc c'est fueling d'énergie transition. Donc, c'est-à-dire apporter le carburant nécessaire à la transition énergétique. Alors, on a deux phases. D'un premier champ gazier que nous avons trouvé dans l'oriental, donc dans une zone qui, a priori, d'après ce que je comprends, est dans la catégorie B des primes territoriales. Et pour accélérer la décarbonation de l'industrie marocaine, parce que pas de décarbonation, pas d'industrialisation, parce que de toute manière, aujourd'hui, nos principaux, on va dire, partenaires commerciaux, que ce soit l'Europe, mais que ce soit les États-Unis, mettront en place en fait des mécanismes de. L'Europe l'a déjà annoncé, mais je veux dire, les États-Unis, je pense qu'ils annonceront la même chose, mettront en place des mécanismes de barrières douanières si nous avons des contenus industriels qui sont avec un trop fort contenu carbone. Donc, il est important en fait que notre industrie se décarbonise, et c'est pour ça que nous avons signé un partenariat avec FFPA Gaz pour pouvoir nous produire, liquéfier ce gaz et ensuite eux le transporter et initier cette décarbonation. Et dans un deuxième temps, dans une phase 2, ce que nous sommes en train de travailler avec les partenaires de l'État, donc c'est dans le slide suivant. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Le deuxième. Je crois qu'on a perdu. Et quand je dis des centrales à gaz, ce n'est pas uniquement celles qui existent, mais celles qui vont. Mohamed Siré, on vous a perdu un petit bout, un petit instant. Donc, vous disiez la deuxième phase. La deuxième phase a pour objectif de participer, ou en tout cas d'amener une solution de sécurité énergétique au système électrique marocain en apportant, en diversifiant les sources. Vous savez qu'aujourd'hui, la seule source qui existe d'importation de gaz, c'est le reverse flow du GME, pour lequel nous avions poussé cette idée, nous, Centre d'énergie, depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on pousse l'idée d'amener en fait le gaz domestique pour pouvoir avoir deux sources au lieu d'une, pour pouvoir sécuriser le système électrique actuel, c'est-à-dire les centrales de Darin Mottal et Tahdat, mais également les centrales électriques du futur, parce que ces centrales électriques sont nécessaires pour notre transition énergétique et la transition énergétique du système électrique vers les énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables ont besoin du gaz, le gaz étant la béquille du renouvelable. Donc, on apporte ces solutions qui sont pour nous extrêmement stratégiques et qui participent à la souveraineté du royaume. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est pour ça que, pour conclure, et ce qu'on va continuer, slide suivant, et ce qu'on continue de faire
et de continuer, c'est avec le capital risque, continuer en fait à explorer ce sol marocain, parce que vous compreniez bien, les permis qui se trouvent dans l'oriental, aujourd'hui les permis que nous opérons font à peu près 20 000 km² sur un bassin de 30 000 km². 30 000 km², c'est à peu près la taille de la Belgique, hein. Donc on est au début d'une histoire que nous pensons être positif pour le pays, mais qui nécessite des financements à risque pour aller mieux identifier, évaluer chacune des taches violettes que vous voyez sur le côté et aller ensuite les forer pour pouvoir démontrer et faire la démonstration à l'État qui est propriétaire du sous-sol que ces objets sont commerciaux. Donc voilà tout le travail que nous faisons, un travail de développement d'un champ que nous avons déjà trouvé pour participer à la stratégie du Royaume, à la fois la décarbonisation des activités industrielles, mais également la sécurisation du système électrique. Et on continue à financer par le capital risque de l'exploration qui a pour vocation d'ouvrir des perspectives supplémentaires et d'asseoir encore plus la souveraineté du pays sur cette question clé qui est l'énergie. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc je vais passer à ce que nous pensons en fait de la charte de l'investissement. Comme j'ai dit, pour moi, je suis extrêmement satisfait. On change de paradigme. Je suis d'accord avec M. Boukris qu'il y a un certain nombre de travail à faire dans le détail. Et là, il va falloir rentrer dans les délais, comme vous l'avez dit, pour le foncier, dans les procédures administratives également, dans les procédures administratives, ce que vous avez dit. Le foncier également est extrêmement important, non pas pour nous, mais également pour tous nos sous-traitants, parce que moi je m'exprime également parce que l'objectif pour Sound Energy étant de créer un écosystème, c'est qu'en fait nous sommes une espèce de locomotive, mais nous voulons que derrière toute une série d'industriels, petits ou grands, viennent se raccrocher à notre wagon pour pouvoir créer en fait un écosystème de l'amont gazier au Maroc qui n'existe pas. Je vous donnerai juste un chiffre. Aujourd'hui, forer un puits au Maroc, ça coûte 3 fois plus cher que forer un puits en Algérie. Donc, ça vous donne en fait le travail qui reste encore à faire dans notre secteur. Dans la formation, en fait, aujourd'hui, il y a un gros travail de formation dans nos métiers. C'est des métiers qu'on ne connaît pas. Et donc là, je suis extrêmement satisfait qu'en fait, il y a cette charte de l'investissement prenne cela en compte également dans son axe 2. C'est important. Et je ne parlerai pas beaucoup en fait des primes. Les primes, c'est très bien, comme l'a dit M. Boukris, c'est une carotte. Ça permet en fait d'être d'initier. Mais moi, ce que je trouve extrêmement important, c'est cet axe 2 qui a été mis en place par cette charte, qui a pour vocation vraiment de changer les mentalités, montrer qu'en fait on est aujourd'hui, on promeut l'investisseur, on promeut l'acte risqué, parce que dans tout acte d'investissement, il y a un risque. Et ça, c'est extrêmement important qu'en fait, ce changement d'attitude au niveau d'administration d'une part, mais également, comme dit M. Boukris, il va falloir qu'un certain nombre d'acteurs financiers également changent leur manière de voir en fait l'acte d'investissement et ne soient plus dans l'application de vieilles méthodologies, notamment sur la partie endettement ou financement, qui est quand même relativement clé dans l'acte d'investissement. Non pas pour nous particulièrement, mais pour l'ensemble des investisseurs, que ce soit nous, nos sous-contractants ou nos partenaires. Donc, quelque part, moi, mon point, c'est de dire, c'est très bien, je suis extrêmement satisfait qu'en fait, cette loi se mette en place. Je suis complètement d'accord avec M. Boukris, il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que le plus gros travail à faire, c'est sur nos mentalités qui devra être fait. Et donc, je le prends pour moi en premier, c'est-à-dire en tant qu'investisseur, mettre encore plus d'efforts encore pour pouvoir en fait faire concrétiser ces investissements, faire la pédagogie en fait en tant que leader vis-à-vis de l'ensemble en fait de mes contreparties, pour leur faire comprendre qu'on est là pour investir, on n'est pas là pour comment dire et donc investir, ça veut dire enrichir la communauté. Et ce n'est pas uniquement s'enrichir soi ou voler un tel ou prendre ce qui appartient à l'autre. C'est vraiment, ça doit être quelque chose qui doit vraiment être compris et entendu, c'est que l'investissement, c'est un enrichissement de la communauté. Et le premier qui en va en tirer les bénéfices, c'est l'État marocain, parce que ça crée en fait un flux fiscal. Activité veut dire flux fiscal.
Donc, Peut-être une dernière question, si Mohamed Serreri. Sur quel chaînon peut-être de votre écosystème la charte de l'investissement, cette nouvelle charte de l'investissement va avoir le plus d'impact? Ou de votre business en tout cas? Est-ce que ça va être les acteurs de l'écosystème? Je vais vous donner, moi, là où en fait il va y avoir un gros impact pour moi, c'est plutôt alors, sur l'upstream, sur l'exploration. Je pense que cette charte d'investissement va peut-être nous aider sur développer de nouveaux modes de financement, peut-être développer et dans le cadre des relations, on va dire, maroco-britanniques, faire en sorte que le Maroc, comment dire, regarde beaucoup ce que fait le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le marché londonien, c'est un des tout premiers marchés financiers. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, à comment on gère le capital risque, comment on met en place en fait des outils de compliance. Et ça, je pense que c'est extrêmement important sur ce volet-là. Maintenant, pour mes partenaires marocains, ce que je pense, c'est toute la partie, on va dire, ce que moi j'appelle la partie downstream. C'est là où en fait, on n'est plus dans le capital risque, on est dans le développement en fait d'un champ et des activités qui sont en aval de champ, c'est-à-dire les activités, ça peut être des activités de transport, de distribution, ça peut être des activités de maintenance d'équipements, on va dire, industriels liés à l'amont gazier, c'est-à-dire tout ce qui est génie des procédés et tout ce qui est activité de fabrication de pipeline. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on ne fabrique pas de conduite au Maroc. Les conduites, alors on a des fabricants de conduites, mais aujourd'hui, ils ne fabriquent pas de conduite pour l'industrie pétrolière. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement important qu'en fait des capacités se mettent en place. Et là, pour le coup, il y aura peut-être des investisseurs prêts, sur la base des volumes que nous pourrions leur donner, investir dans des unités de ce type-là. Et donc, la charte de l'investissement, pour moi, elle est extrêmement, on va dire, importante. Ouais, donc des impacts concrets et directs. Merci beaucoup, Mohamed Serreri. Landry, je voudrais juste peut-être juste rebondir un peu sur cette intervention fort intéressante et je remercie Boxy Serreri. Honnêtement, je pense qu'il y a un élément nouveau, vous le savez, c'est les journées de l'investissement qui sont tenues hier à Casablanca et sur lesquelles, justement, pourquoi je rebondis? Parce que nous allons, c'est-à-dire le message de Sa Majesté qui a été lu par le ministre du Commerce et de l'Industrie, justement, répond à ces questions de régionalisation, de créer des écosystèmes, de travailler sur les métiers d'avenir, de travailler sur les emplois stables, de limiter les importations comme des conduites, parce que si on peut faire des conduites, eh ben, on peut valoriser les minerais que nous avons aujourd'hui au Maroc et les valoriser pour fabriquer un certain nombre de choses qu'on n'a pas besoin de les importer. Je pense que c'est d'aller vers ce qu'on appelle une certaine souveraineté. Ça a été rappelé par Sicham Delik, donc la souveraineté industrielle, la souveraineté sanitaire, la souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est vraiment des messages. Mais honnêtement, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les messages, nous sommes dans l'exécution des choses parce que nous avons la chance, il faut le dire, qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui écoute et qui entend un peu le secteur privé et qui met en place un certain nombre de choses qui mettaient beaucoup de temps pour être réalisées. Aujourd'hui, ça se réalise d'une manière très, très rapidement. Deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, et vous m'excuserez, c'est l'écosystème. Vous savez que cette charte aujourd'hui, ça a été rappelé aussi, c'est que il y a un deuxième temps et un troisième temps. Le premier temps, c'est ce que nous avons vu, ce qui nous a été présenté par Sicham Delik. Le deuxième temps, c'est ce qui va venir par rapport à accompagner les Marocains, les entreprises, les opérateurs marocains qui veulent investir à l'étranger. Donc ça, c'est un deuxième temps. Et le troisième temps, c'est un décret qui verrait le jour avant le 31 décembre 2023, donc courant de cette année, c'est accompagner toutes les TPME parce que c'est ça qui fait votre écosystème. C'est ça qui va, je dirais, toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'investir 50 millions, toutes les entreprises n'ont pas la capacité de créer 50 emplois. Par contre, il faut qu'on arrive à encourager les TPME qui sont l'essentiel de notre tissu économique parce que même si ça a été dit, ils n'investissent que 4%, pratiquement, ne contribuent qu'à hauteur de 4% ou 5% dans l'investissement global. Mais par contre, c'est les créateurs d'emplois, c'est eux qui créent l'emploi. C'est eux qui créent pratiquement 88 ou 89 ou 90% d'emplois sont créés par les PME, les TPME. Et donc, c'est ce troisième temps que nous attendons avec impatience
avec la différence, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que la différence, c'est que c'est inscrit dans la loi. C'est que contrairement à beaucoup de textes qui prévoient un certain nombre de dispositifs, ben là, le législateur, il a prévu un dispositif, il a dit tant de mois après la publication de la loi. Et donc, ça veut dire que la loi a été publiée en décembre 2022, pardon. Ben, avant décembre, dans les 12 mois, on doit avoir terminé cette histoire de loi et des décrets. Et donc, croyez-moi, ça fait 30 ans ou 35 ans que j'exerce au Maroc, et ben, c'est une des rares fois où on voit un texte qui prévoit des délais pour que la loi soit vue, que la loi voit le jour à 100%, alors qu'on a des textes que ça fait 20 ans qui sont dans les tiroirs et qui n'ont jamais vu le jour. Et là, c'est vraiment, je le dis avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, pour dire que le Maroc a changé de paradigme, comme ça a été dit. Nous avons vraiment changé de paradigme. Et quand vous voyez ça, ben vous ne pouvez que souscrire à ces efforts. Alors, il nous reste 15 minutes, 20 minutes. Il y a beaucoup de questions. Peut-être, Steven, d'abord, une réaction par rapport à l'ensemble des prestations de Hicham Chaoudry, de Mohamed Sreri, de Abdelkader Boukri. Je sais que tu as beaucoup de questions. Moi, j'ai une question aussi. Je vais poser à Hicham. Je passe beaucoup de temps à promouvoir le pays Maroc étranger et pour convaincre les sociétés pour installer au Maroc. Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup le Maroc et je vois la compétitivité de le pays. Et je sais aussi, ce document, c'est magnifique. Ça répond, je pense, 95% de les besoins de tous les gens au Maroc et l'étranger. Mais après créer ce processus, ce document, qu'est-ce que vous avez fait pour faire la bonne communication? Parce que si ça répond de 95% de les besoins et les gens ils ne savent pas que ça existe, ils ne comprennent pas les détails, qu'est-ce que vous avez fait pour assurer le maximum de communication de ce document? C'est une bonne question. Merci Steven, tout à fait. Alors, c'est vrai que les arrêtés viennent de sortir. Aujourd'hui, ce qu'on fait, et je pense que c'est vraiment des roadshows au niveau des différentes régions. Moi, la semaine dernière, j'étais à Oujda, la semaine prochaine, je vais à Agadir. Vraiment, on est en train de faire de la promotion auprès des acteurs, et puis pas que nous, pas que l'État marocain. On le fait en contribution avec les différentes banques. Il y a plusieurs régionales de l'investissement qui ont été organisées par les différentes banques marocaines. Il y a également des acteurs privés qui sont avec la CGM et CGM Région, donc que nous rencontrons. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, de promotion et d'explication. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment simplifier au maximum, arriver à tous les investisseurs, petits, grands, étrangers, marocains, pour vraiment leur expliquer un petit peu cette carotte dont on parlait avant, mais également le travail sur l'environnement des affaires et sur ce qui est en train d'être mené. Moi, je voulais revenir aussi par rapport aux interventions d'avant sur 2-3 petits points. Le premier, juste pour terminer ce volet communication, donc là pour l'instant on entend bien effectivement roadshow, diversification, acteurs privés également prennent le rôle. Est-ce qu'il y a d'autres types de communication qui sont prévus peut-être fin d'année prochaine, fin d'année qui arrive ou début d'année prochaine? Tout à fait. Il y a aujourd'hui déjà à l'international, nous organisons de manière très courante avec l'AMDIE des roadshows à l'international où on vraiment fait la promotion du Maroc de manière générale, mais aussi de la charte d'investissement et de cette amélioration du climat des affaires. Au niveau national, comme je disais, on va passer par les 12 régions du Maroc. Il y a eu des orientales d'investissement, par exemple à Oujda. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a plusieurs villes qui sont à l'honneur. Et puis, on essaie d'utiliser également les relais régionaux, donc, comme je disais, au niveau bancaire, mais aussi au niveau de l'État. C'est important aussi de savoir le rôle important des CRI. Les CRI, aujourd'hui, au niveau de leurs différentes plateformes qui sont en contact direct, ils ont déjà, par exemple, mis en place des outils informatiques où chaque investisseur peut directement faire le calcul de sa prime en rentrant au niveau de cette plateforme. Donc, franchement, il y a un travail qui se fait. Après, bien sûr, c'est en cours et ça prendra le temps que ça prendra. Mais tout le travail se fait. Également avec les Marocains résidents à l'étranger, c'est quelque chose auquel on tient vraiment et on fait aussi des actions de promotion. Justement, je vous la poserai tout à l'heure sur les Marocains résidents à l'étranger. Très bien, parfait. Voilà, donc des efforts de promotion de tout le monde, par tout le monde, dans toutes les régions du Maroc, au Maroc à l'international. Donc, c'est ce qui fait. On voit également, nous sommes en train de finaliser des
ces outils de communication qui vont être distribués, digitaux, mais aussi physiques, qui vont être distribués pour pouvoir vraiment faire ce travail-là. En tout cas, on essaie au maximum d'en faire parler et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la parfaite occasion pour aussi faire la promotion lors de ce webinaire. Bien sûr. Alors, vous voulez réagir par rapport à l'intervention de qui? Tout à fait. En fait, je voulais réagir par rapport à deux petits points très rapidement. La première, pourquoi la charte aujourd'hui? C'est important. Nous, on parle beaucoup de Momentum Maroc. On y croit vraiment. Et pourquoi ce Momentum Maroc? Parce que, bon, il y a eu la reconfiguration des chaînes logistiques mondiales après le Covid, il y a eu cette crise énergétique mondiale et ça. Et le Maroc, vraiment, commence à biper dans tous les radars des investisseurs internationaux. Et on pense qu'il y a aujourd'hui un moment qu'il faut saisir. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à des pays concurrents, par exemple pour les IDE, nous sommes en train d'être encore de plus en plus attractifs. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce changement de paradigme, effectivement, pendant 20 ans, il fallait mettre en place les fondements de ce décollage économique qui sont les infrastructures, les Tangemed, par exemple la LGV, les ports, les autoroutes, etc., les projets d'énergie renouvelable et autres. Aujourd'hui, l'idée, c'est que voilà, celui qui a la vocation d'investir, qui est le privé, puisse le faire. Et donc, cette charte d'investissement est là pour lui faciliter au maximum cet acte d'investir. Pour donner la carotte, mais aussi pour lui faciliter l'environnement des affaires. Et sur ça, je veux juste dire une chose. Effectivement, il y a des choses qui ont été faites avant, mais aujourd'hui, c'est la vitesse qui change. La charte d'investissement, c'est vrai qu'elle date la dernière il y a 30 ans, mais ça faisait 10 ans qu'on essayait de la réformer. Et aujourd'hui, c'est un gouvernement où 2/3 des ministres viennent du secteur privé qui comprennent le secteur privé, ont mis en place cette charte d'investissement qui va répondre au maximum au secteur privé. Et nous, on a des retours très positifs du secteur privé qui nous disent effectivement, c'est ce qu'il nous fallait. Et il faut bien sûr travailler sur cet environnement des affaires. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que cet environnement des affaires, on veut le rendre, en tout cas les actions, on veut les rendre pragmatiques. On veut être sur le terrain. On veut prendre par exemple des choses sur le financement, on veut voir comment améliorer le capital risque au Maroc. On veut y aller. On veut simplifier les procédures. On a déjà identifié les procédures où silence vaut accord et les procédures qui doivent être. Et aujourd'hui, 45% des procédures liées à l'acte d'investir ont été revues pour les enlever. Enfin, en tout cas, certains documents qui ont été supprimés. Donc voilà, donc c'est vraiment une action concrète sur le terrain et voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit avant. Alors, je vous disais, il y a beaucoup de questions. Il y a une question notamment de Anas qui se pose la question suivante. Est-ce que les primes seront variables ou évolutives dans le temps? Alors, j'imagine qu'il fait allusion aux primes justement d'investissement que vous nous avez présentées tout à l'heure, si Hicham Chaudhry. Est-ce que ces primes elles sont inscrites dans le marbre ou est-ce qu'elles vont être révisées peut-être tous les 2-3 ans, 5 ans? Alors, l'avantage de ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a mis en place différents paliers. On a la loi cadre. La loi cadre, elle doit être votée au Parlement. On a insisté pour que l'opérationnalisation et le montant des primes et autres soient au niveau des décrets d'application pour plus de flexibilité, pour plus de vitesse, si on doit réagir et si on doit adapter. Donc, effectivement, je vous disais tout à l'heure, cette Commission nationale d'investissement doit suivre l'opérationnalisation de cette charte d'investissement, doit s'assurer qu'elle répond à tous les besoins. Et si elle doit ajuster, si on doit ajuster, à ce moment-là, on pourra d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, adapter ou ajuster ces décrets d'application, sachant que les grands principes qui sont au niveau de la loi cadre seront bien sûr figés et dureront plusieurs décennies. Abdelkader Boukris, j'imagine que sur ces primes variables ou évolutives dans le temps, vous, du côté de la CEGEM, vous aurez votre mot à dire peut-être aussi? Non, honnêtement, je pense que d'abord, il y a un travail de concertation qui se fait avec le secteur privé. C'est très, je dirais, encourageant. Je rejoins juste ce qui a été dit avant par Hicham Chaudhry, c'est que ce que nous avons identifié, c'est cette agilité ou cette possibilité de pouvoir modifier les choses par décret, non pas par la loi, parce que on a vécu justement l'ancienne loi cadre d'investissement, la charte d'investissement, on ne pouvait pas la toucher parce que tout était figé dans le marbre, tout était figé dans la loi. Or maintenant, on a la possibilité de bouger ça par des décrets ou des arrêtés. Et je pense que je rejoins parfaitement. Je crois que on fait confiance à cette Commission nationale d'investissement et
qui va suivre un peu l'évolution des choses et que si éventuellement demain sur la territorialité il y a d'autres considérations ou sur les métiers d'avenir il y a d'autres considérations, je pense qu'on pourra facilement, et c'est cette agilité dans la réglementation. Il n'y a pas pire que quand on a des choses qui sont figées dans le marbre et pour les faire bouger au niveau du législateur, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'on est très satisfait sur ce niveau-là. Mais nous attendons avec impatience ce qui va venir, c'est-à-dire les TPME, c'est ça qui nous intéresse aussi. Oui, effectivement. Stéphane, alors peut-être une autre question, vous qui êtes aussi un investisseur étranger ici au Maroc. Je comprends pas. Est-ce que vous avez une autre question, une autre réflexion par rapport à ce que disent nos invités? Non, comme j'ai dit, je pense que le document, ça répond beaucoup de besoins, mais pour moi maintenant, c'est pour moi et les autres qui fait la promotion de Morocco pour prendre le document, prendre la connaissance sur les investisseurs potentiels pour expliquer, parce que à la fin, pour moi, on ne peut pas oublier le Maroc, elle est compétitive. Elle est compétitive sur la base. Donc, ce document, ça donne les avantages fiscaux, mais enfin, tu as l'avantage sur la base de Maroc, sur la compétitivité de Maroc. So, on ne peut pas oublier cette portion parce que je pense que c'est 80% de les pensées de les investisseurs. Pourquoi je vais investir au Maroc? Parce que ça me donne A, B, C, D. Et enfin, le gouvernement, il va m'aider aussi avec charte d'investissement aussi, sur le côté fiscal. Au Maroc, ça c'est un peu différent. Vous êtes beaucoup de sociétés marocaines qui peuvent prendre avantage de la charte d'investissement. Comme tu as dit, pour budget vers 2035 pour avoir 30% d'investissement public et 65-70% privé. Ça, c'est l'idée. Ouais. Très rapidement, effectivement, comme dit M. Stéphane, quand on rencontre les investisseurs étrangers, il y a un certain nombre d'atouts marocains naturels qu'ils voient et la charte de l'investissement n'est qu'un plus à la fin. Mais aujourd'hui, notre volonté aussi, c'est surtout vraiment booster l'investissement marocain. Aujourd'hui, à peu près l'investissement privé, 40% de l'investissement privé au Maroc est lié à des IDE. Et on pense que la partie investissement marocain a un potentiel encore plus grand. Bien sûr, elle s'adresse aussi bien aux étrangers qu'aux Marocains, mais vraiment, c'est important que pour l'investisseur marocain, dans n'importe quelle région du Maroc, dans n'importe quel secteur, il voit aussi cette facilité d'investir, mais aussi cet appui de l'État, ce soutien de l'État pour pouvoir investir. On a une question sur les MRE. Quelles sont les mesures attractives pour les MRE dans cette charte de l'investissement, Ismaël Chaudhry? Alors, très rapidement. Très bien. Alors, très rapidement, merci pour la question. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux Marocains, par rapport aux étrangers, par rapport aux Marocains résidents à l'étranger, au niveau de la loi, il n'y a aucune distinction. Vous voyez, donc, il n'y a aucune distinction qui soit marocaine. Par contre, ce que nous sommes en train de faire avec un certain nombre de partenaires, le ministère de l'Investissement, avec le ministère des Affaires étrangères et avec la CGEM également, avec d'autres instances qui suivent ce travail avec les Marocains résidents à l'étranger, c'est mettre en place une feuille de route claire d'accompagnement en termes de promotion, par exemple, de chercher d'investissement auprès d'eux, en termes d'accompagnement au niveau local, au niveau des différents CRI, avec un fast track administratif pour ces Marocains résidents à l'étranger, à travers, par exemple, la mise en place d'outils de financement dédiés. On travaille ça avec, par exemple, Sam Wilcom sur MDM Invest, qui est un outil lié surtout pour financer en tout cas ces projets d'investissement. Donc, au niveau de la charte de l'investissement, au niveau du texte, si vous voulez, il n'y a pas de distinction entre Marocains étrangers, Marocains résidents étrangers ou autres, mais il y a plusieurs actions grâce aussi à la mise en place d'un desk qui a été mis en place au niveau de l'AMDI pour l'accompagnement des Marocains du monde qui ont encore une fois un fast track, un accompagnement encore plus rapide pour accompagner ces Marocains résidents étrangers. Alors, il y a beaucoup de questions. Juste pour compléter concernant les
nos Marocains à l'étranger, ou nos Marocains du monde, comme on les appelle aujourd'hui. Je pense honnêtement, le levier, c'est cette simplification des procédures et cette possibilité que de Hong Kong, de Singapour, de Londres ou de Madrid, que je puisse, je dirais, interagir avec l'administration, que je puisse monter mon dossier et je n'ai pas besoin de me déplacer. Je crois qu'honnêtement, c'est vraiment la simplification et la facilitation des choses. Là-dessus, je réagis sur ce que dit M. Boukris. Si vous avoir travaillé dans plusieurs pays ouest-africains, le Maroc est très en avance. Maintenant, on veut devenir un leader régional. Je pense que notre modèle, ça doit être les meilleures places financières où on investit, c'est-à-dire Londres, New York. C'est vraiment de viser en fait à une simplification en fait massive et une meilleure, on va dire, lisibilité dans l'acte d'investissement aux côtés de l'administration. Parce qu'un des points, notamment pour les Marocains résidant à l'étranger, il faut comprendre que c'est des gens qui ne vivent pas au Maroc, donc en fait, et qui des fois ne sont pas dans le référentiel français. D'accord? Parce que c'est vrai que beaucoup de textes marocains sont un peu des copier-coller du référentiel français. Quand vous habitez en Angleterre, quand vous habitez aux États-Unis, quand vous habitez dans d'autres pays, vous n'avez pas ce référentiel français. Donc ça veut dire qu'en fait, il est important, quand on vient faire un acte d'investissement au Maroc, qu'en fait, l'administration, ou en tout cas qu'on puisse avoir une lisibilité très claire de comment on peut investir, et qu'après on s'y tienne. On n'est pas au milieu du chemin de l'investissement. Ah, by the way, il manque ça, by the way, il manque ce truc-là. Ça, je pense que ça, c'est un des principaux freins pour l'investissement des Marocains résidant à l'étranger, leur crainte de se retrouver dans une situation bloquée au milieu de leur acte d'investissement. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Vas-y, c'est beau, Chris. Non, honnêtement, je pense que c'est le cœur du moteur. Le moteur, il est là. Hein. Donc, il y a la carotte, mais il y a le comment. C'est le comment qui est important pour attirer un peu tous ces talents, parce que l'emploi, c'est aussi les talents, c'est tous ces talents qui sont à travers le monde marocain et que nous souhaitons aussi qu'ils viennent apporter. Maintenant, je fais partie aussi de cette école qui ne veut pas que tous les Marocains du monde rentrent au Maroc. Je fais partie de cette école de dire qu'on a besoin de Marocains du monde qui restent à l'étranger, qui sont nos ambassadeurs, parce que quand j'entends des discours, il faut qu'on va se rentrer tous les talents, toutes les têtes marocaines qui sont bien faites, les rentrer au Maroc. C'est pas probablement la meilleure chose. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on bénéficie de leur expérience, qu'on bénéficie de leur richesse et qu'ils restent là où ils sont et qu'ils nous représentent correctement et qu'on fasse du business avec eux. Quoi. Donc, c'est ça qui est important. Vous avez raison, M. Boukris. L'objectif, c'est pas d'amener tous les Marocains qui vivent. Par contre, ce que disait M. Boukris, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Il faut absolument qu'en fait, on puisse maintenant ne plus être dans un effet linéaire, mais vraiment exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de changement de paradigme. Il faut plus dire, voilà, ça va ronronner. Maintenant, il doit y avoir une accélération. Cette accélération, elle passe notamment en fait par le monitoring du climat des affaires et par l'agilité dans les décisions à prendre quand il faudra corriger un certain nombre de points, parce qu'on va se rendre compte que dans n'importe quel texte, il y a des cas de figure qu'on n'aura pas prévus. Il y aura des nouveaux cas qui vont émerger, et ça va être notre agilité en fait à apporter des réponses à ces questions qui vont être posées dans l'avenir, qui vont nous permettre en fait d'être sur une tendance exponentielle. Alors, je vais lancer un pavé dans la mare pour arriver quasiment à la fin de ce webinaire avec une question de Fatima Zahra qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un délai maximal prévu dans le cadre de cette charte d'investissement pour les déblocages des primes, et est-ce que l'on pourrait imaginer corréler ces déblocages de primes à des examens, par exemple, de délai de paiement d'entreprise? Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça peut être possible? Ce qui est prévu, c'est qu'au moment de la signature de la convention d'investissement, l'investisseur a 5 ans pour réaliser son projet d'investissement. Ces 5 ans-là, donc c'est pour l'acquisition du foncier ou l'investissement en tant que tel, exactement. Ensuite, pour le déblocage des primes, comme je disais tout à l'heure, à chaque avancement, au moment où il arrive à 30%, il peut présenter des factures
et il est remboursé. Et donc, vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un manuel de procédure où toute la partie déboursement a été allégée et facilitée au maximum pour ne pas avoir ces retards dans ces déboursements-là. Et donc, normalement, ça devrait beaucoup plus s'accélérer par rapport à ce qu'il faisait avant. Et puis, effectivement, il y a un délai donc, de la convention de 5 ans. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, après 5 ans, peut-être il faut en tout cas prouver qu'on a créé X emplois avec. Et quand on dit emploi, c'est emploi stable, donc c'est au moins 18 mois inscrit au niveau de la justice CNSS. Et donc à ce moment-là, le temps en tout cas de vérifier tout ça, mais clairement, il y a une accélération et très bientôt, il y aura un manuel de procédure qui va être public où on verra un petit peu ces délais et ces processus qui ont été énormément allégés. Juste, Landry, ce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont signé des conventions d'investissement à partir du 1er janvier 2022, donc l'année dernière, et qu'ils estiment que les avantages qui sont octroyés par la nouvelle charte d'investissement pourront toujours faire une demande auprès de la Commission nationale pour bénéficier de cette nouvelle charte. Autrement dit que si… Voilà, j'ai répondu à votre question sans l'avoir. Donc, et mieux que ça, je le dis à la place de mon ami Chaudry, parce que bon, comme il dit, je connais tellement la charte aujourd'hui pour avoir accompagné beaucoup d'établissements financiers. Donc, aujourd'hui, je dirais, la prise en considération de votre investissement n'est plus liée à la signature de la convention. C'est à partir du MOU que vous allez signer avec le CRI. Et donc, pourquoi? Parce que souvent, un investissement, on ne va pas attendre la signature de la convention qui dépend de la Commission nationale, qui dépend de la signature des ministres. Et on sait, je dirais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on n'a pas un agenda de ministre. Hein, donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, signer, ça fait partie de l'agenda. Aujourd'hui, vous pouvez, en tant qu'investisseur, vous devez engager des loyers, vous devez engager, je dirais, des avances par rapport à de l'équipement, vous pouvez engager un certain nombre de charges ou de frais d'études et tout ça. La seule chose, n'attendez pas la convention, vous pouvez les engager à partir du moment où vous allez présenter votre dossier et vous allez signer un MOU avec le CRI en attendant que le CRI instruit le dossier et tout ça et qu'on ait la signature. Donc vraiment, c'est une avancée, je dirais. Pour moi, les deux avancées, en tout cas sur le secteur privé, c'est ça. C'est que j'attends pas la signature de la convention parce que nous avons beaucoup souffert dans le passé en attendant les conventions d'investissement signées pour que le démarrage de la prise en compte de votre investissement il démarre là. Et donc c'était compliqué. Et la deuxième chose, ça n'a pas été beaucoup insisté, c'est que j'ai une carotte de 30% non plafonnée. Parce qu'aujourd'hui, toutes les aides qui étaient données au Maroc étaient plafonnées à 10 millions, à X, à Y et tout ça. Et donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir 30% non plafonné. Alors, une toute dernière question peut-être pour vous, Hicham Chaudry. Tout à l'heure, on parlait de 4% d'investissement de la part des entreprises nationales, des TPE et PME, pardon. Ce chiffre-là, grosso modo, dans 5 ans, il peut évoluer à combien selon vous? Grâce à cette charte nationale. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, les TPME, effectivement, comme le dit, c'est pour tout à l'heure, 4% uniquement de l'investissement privé des entreprises est fait par des TPME. Et donc, on voit alors qu'ils représentent 86% de l'emploi. On croit vraiment que le potentiel est énorme. Maintenant, on s'est fixé des objectifs. Nous sommes en train de finaliser donc, une stratégie nationale d'investissement déclinée par secteur, par région et par taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a un objectif de 550 milliards de dirhams et 500 000 emplois qui est à y arriver. Et on est en train de se poser la question, par quel secteur, à travers quel secteur, à travers quelle région, en tout cas, quelle est la répartition, si vous voulez, et à travers quelle taille d'entreprise également. Et donc, très bientôt, nous devrons finaliser ces chiffres-là et donc avoir une idée. Mais en tout cas, nous pensons que la marge de progression pour les TPME est très, très grande. Alors, pourquoi? C'est très important, mais on a voulu prendre le temps de bien le faire parce que les TPME, il y a plusieurs types de TPME. Il y a les startups qui doivent avoir une vision un peu particulière. Il y a la TPE qui a certaines problématiques également. Il y a la PME qui a d'autres problématiques. Donc, vraiment, et puis il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a plusieurs départements, il y a plusieurs acteurs qui sont là-dedans. Donc,
nous sommes en train de mener des réunions, nous sommes en train de lancer des consultations pour amener le produit qui satisfasse tout le monde et qui soit adapté à tout le monde et qui soit un game changer en tout cas pour cette TPME et qu'elle puisse prendre toute la place qu'elle mérite au niveau de l'investissement privé dans le pays. Merci beaucoup, Hicham Chaudhry. Stéphane, alors peut-être un mot pour conclure? Oui, juste un grand remercie pour tout le monde qui a fait l'intervention aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Et j'ai vu sur l'écran aussi beaucoup d'intérêt sur cet webinaire, sur le sujet. Et bien sûr, c'est très chaud à ce moment. Et Hicham, vous avez besoin de faire beaucoup de choses pour continuer la promotion de cette charte d'investissement. Et Inch'Allah, on va arriver au Maroc sur le niveau 2035 que tu as besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La Coupe du Monde au Maroc, hein, qui pourrait drainer davantage d'investissements. Merci beaucoup, Stéphane Or, président de la Bridcham. Abdelkader Boukris, merci encore. Membre du conseil d'administration de la CGM, président de SFM Conseil. Merci Mohamed Seribi. Merci encore, à très bientôt. J'appelle peut-être donc le directeur général de Sun Energy Marocco. Hicham Chaudhry, directeur de l'investissement au sein du ministère chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. On se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire. Très bonne fin de journée à vous tous. Merci. Bonne À journée. bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.